Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire du jour. J'entends des rappels. Donc aujourd'hui, on va vous parler effectivement de growth hacking avec donc Annie Karmarek du cabinet Dianov pour une présentation là un petit peu plus pédagogique sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et quelles sont les étapes. Et Rémi Ramadour, qui est un des start-upers accompagnés par La Rochelle Technopole et qui du coup a acquéri une certaine dextérité et je dirais expertise dans le growth hacking qu'il vient nous partager aujourd'hui en effectivement nous faisant voir le comment ça marche. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole à tous les deux. Je vais boire vos paroles également parce que c'est un sujet qui nous intéresse aussi beaucoup à la Technopole. Je crois que d'ailleurs Antoine, notre webmaster, est parmi les auditeurs. Et puis je reviens après. Alors, juste au niveau du fonctionnement, on a un chat dans lequel, vous pouvez effectivement poser vos questions. Et puis bon, si elles ne sont pas répondues tout de suite, moi je les reprends à la fin ou à un moment donné pour partager avec Annie et Rémi et voir lequel des deux est en mesure de vous répondre. Voilà. Eh bien, c'est parti. Show must go on, comme on dit. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir vous démystifier un petit peu ce terme de growth hacking dont on entend beaucoup parler. Alors, je ne connais pas le niveau que vous pouvez tout savoir sur le sujet, donc il y aura peut-être des choses qui vous paraîtront basiques pour certains. De toute façon, vous aurez une illustration de tout ce que je vais pouvoir expliquer par Rémi après. Donc, je vais vous parler dans un premier temps de quoi on parle quand on parle de growth hacking. Et puis, on abordera un petit peu la matrice, je dirais, du cycle utilisateur, acquisition, et puis tout ce qui va être, je dirais, qui va être sur tout le tunnel de conversion. Donc, on parlera de ça, puis après, Rémi interviendra pour vous parler pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Alors, quand on parle de growth hacking, on parle de quoi exactement? Alors, je vous passe un petit peu la présentation très rapidement puisque Isabelle l'a faite. On va aller directement dans le vif du sujet. Vous aurez la possibilité de regarder un petit peu plus qui on est. Oh là là, ça saute quand on passe les slides. Excusez-moi, petit problème technique, je reviens en arrière. Donc le growth hacking, c'est en fait tout ce qui va vous permettre, toutes les techniques qui vont vous permettre de stimuler votre croissance, d'aller plus rapidement, je dirais, développer votre activité. Alors c'est à la fois un ensemble de techniques, mais c'est aussi et avant tout peut-être un état d'esprit. On va essayer de faire des choses parfois, alors souvent très astucieuses, sortir un petit peu des sentiers battus, et puis ça va parfois même être à la limite, on va dire, de la légalité pratiquement, parce que vous allez voir qu'on peut détourner un certain nombre de choses, et c'est pour ça qu'on appelle ça, il y a ce terme de hacking derrière. Alors, l'objectif premier, en tout cas, c'est la croissance de l'entreprise, de votre activité. L'avantage pour les startups, c'est que effectivement, ça va pouvoir se faire à moindre coût, parce que toutes les techniques classiques de marketing aujourd'hui reviennent extrêmement chères. Donc, quand vous vous lancez dans une activité, c'est effectivement assez compliqué parfois de pouvoir mettre en place toutes les actions qui seraient souhaitables de mettre. Donc, le growth hacking va vous permettre quand même je dirais, de faire un certain nombre de choses assez rapidement à un prix assez light. Alors, on peut faire pas mal de choses. Alors, pourquoi on parle? Oh là là, mais ça saute à chaque fois que je passe les slides, je suis désolée. Donc, cette notion de pirate, dont on entend parler quand on parle de growth hacking, c'est effectivement le fait que vous puissiez détourner certains systèmes
Un exemple concret, par exemple, vous avez quel job qui a détourné tout ce qui pouvait être annonce d'emploi qui était sur d'autres sites, et il se les a mis effectivement sur son site pour attirer du monde. Ça, c'est un exemple de détournement de système. On va en voir d'autres après, mais on peut vraiment aller chercher des éléments chez d'autres qui sont un peu plus connus. Donc, on va exploiter une audience existante, et puis on va essayer aussi de travailler un peu sur le côté émotionnel parfois pour faire avancer les choses plus rapidement. Donc là, je vous ai fait un schéma d'iceberg, on va dire, où on voit effectivement la partie immergée qui va être en fait tous les process qu'il y a derrière tout ça, puisqu'on va parler d'automatisation tout à l'heure. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Et puis tout ce qui est au-dessus qu'on voit un petit peu, c'est tout ce côté hacking dont on entend parler et qui fait du bruit. Alors le gros hacking, ça va être vraiment au centre de plusieurs éléments. On parle de créativité, d'ingéniosité, parce qu'on va essayer d'aller trouver des choses un petit peu qui sortent des sentiers battus, qui sortent du cadre, pour, je dirais, avoir des actions d'optimisation, de manière à obtenir des résultats assez rapidement. On va faire de l'analytique, des tests, parce que l'objectif, c'est de mesurer un certain nombre d'actions et de le faire assez rapidement. Donc, on a un mode un peu itératif. On teste des choses, ça fonctionne, on continue, ça ne fonctionne pas, on revoit sa copie et on met en place autre chose. Donc, vraiment, cette notion d'analytique, de métrique dont on va parler est importante. Et puis, toute cette partie de marketing automation qu'on a derrière qui va permettre un petit peu de gagner du temps. Donc, ça s'adresse à qui? Je dirais que ça s'adresse un petit peu à tout le monde, le growth hacking. Alors, ça va être indispensable, par contre, pour tout ce qui est startup digital, évidemment, et puis toutes les plateformes qui souhaitent effectivement booster leur taux d'utilisation de services. Et puis, après, bien évidemment, on peut l'utiliser également pour tout ce qui va être maintien de la relation avec le client. Donc, ça va évidemment concerner tout le monde, puisqu'on va mettre en place aussi des actions de fidélisation. Il n'y a pas que de la prospection avec ça, il y a aussi la fidélisation. Parce qu'on va aller dans les actions de rétention, on va en parler tout à l'heure. Donc l'objectif de tout ça, c'est évidemment de sortir du lot, de pouvoir se faire connaître, d'augmenter sa visibilité, et puis surtout de convertir ses prospects en clients. Donc on va avoir tout un cursus, tout un process pour réussir à faire ça. Alors vous pouvez, avec le technique des gros hacking, par exemple, faire vos tests, je dirais, de product market fit au tout départ du lancement de votre activité. Donc, vous pouvez très bien mettre en place des landing pages, par exemple, et faire du testing A/B pour pouvoir comparer, je dirais, différentes possibilités au niveau des propositions de valeur, par exemple, ou de certaines façons de le commercialiser. Donc, ça fait partie des techniques de growth hacking. Pour ceux qui, parmi vous, sont au Technopole et vont rentrer dans le programme Fusion qui va commencer la semaine prochaine, on aura l'occasion de l'aborder en détail, puisque effectivement, il y aura cette partie proposition de valeur où on ira la tester, la développer, et donc on fera appel à la technique de landing page. Avec derrière, bien évidemment, pour mesurer tout ça, des campagnes sur Facebook, sur Google et autres. Donc le growth hacking, ça vous permet aussi de déterminer effectivement des fonctionnalités au niveau des produits, de votre service, et puis surtout d'augmenter, je dirais, le nombre de vos utilisateurs et leur engagement. Alors un exemple concret, pour que ça puisse vous parler un peu plus, Hotmail par exemple, qui au tout départ avait du mal à démarrer, et donc les porteurs de projets se demandaient comment ils pouvaient activer ça un peu plus, démarrer un peu plus vite. Et puis un jour, il y a un de leurs investisseurs qui leur a conseillé de mettre à la fin de leurs emails, quand ils prospectaient, une petite phrase sympathique, post-scriptum, I love you, get your free email at Hotmail. Et en fait, cette petite phrase, qui comme ça semble pas forcément très, très importante, leur a permis, par un côté viral, de se développer extrêmement rapidement. Donc, au bout de 6 mois, ils avaient obtenu 1 million d'utilisateurs, et au bout d'1 an et demi, ils étaient passés carrément à 12. Alors évidemment, à l'époque, c'était en 96, donc c'était le début un peu de l'Internet, et il y avait encore peu finalement d'utilisateurs sur le web, beaucoup moins en tout cas qu'il peut y en avoir aujourd'hui. Mais c'était déjà énorme, quoi.
Donc, on voit que le fait d'avoir mis cette petite astuce sur un email, simplement, du fait de la viralité, ça a permis de se développer et d'avancer. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez Airbnb, pareil, qui au départ, pour démarrer, a galéré un petit peu. Ils ont mis pas mal de mois avant de se faire connaître et d'être ce qu'on sait aujourd'hui. Ils ont détourné en fait un site d'annonce qui s'appelle Craigslist aux États-Unis et qui est un peu l'équivalent de notre Bon Coin. Et en fait, ils ont relayé leurs annonces, je dirais, d'Airbnb sur Craigslist. Ce qui fait que ça leur a donné évidemment plus de visibilité. Et de cette façon, ils ont réussi à se faire un peu plus connaître. Donc ça, c'était une des premières actions qu'ils ont pu faire, mais après, ils en ont fait d'autres. Il y a par exemple un moment où ils ont proposé de faire des photos aux gens qui venaient sur la plateforme, et en disant c'est gratuit, et vous pourrez, avec cette photo, effectivement, vous en servir pour la mettre ailleurs, sur d'autres sites. Et là, on a vu, là vous avez un petit graphique qui vous montre un petit peu le bond que ça a pu faire suite à ça, pour se faire connaître, et on sait aujourd'hui, effectivement, ça a pu être efficace. Alors, ils en ont fait d'autres, parce qu'évidemment, quand on commence à mettre en place des actions, après, on continue sur le même type de process, et puis, je dirais, il n'y a pas de limite avec la créativité qu'on peut avoir. Autre exemple, PayPal, vous connaissez, puisque c'est un site où on peut faire effectivement des paiements en ligne, qui au départ, pour se faire connaître, en fait, s'est servi de eBay, tout simplement, en disant, ils se sont fait passer pour des acheteurs potentiels, et ils sont allés voir les fournisseurs en leur disant, voilà, moi je veux bien acheter votre produit, à la condition express que je puisse payer par PayPal. Ce qui évidemment a permis aux fournisseurs, les fournisseurs se sont dit, ok, si on veut vendre, il faut qu'on passe par PayPal, et donc comme ça, ils se sont mis à proposer cette solution de paiement. Dropbox, que vous connaissez aussi, donc là, il y a eu plusieurs façons de faire. Au tout début, ils ont fait en fait une vidéo de démonstration avec des maquettes animées sur ordinateur. Il y avait pas encore, le produit n'existait pas encore, donc ils ont un peu triché, on va dire, pour pouvoir attirer le client. Et puis aussi, ils ont mis en place, par exemple, un autre type d'action, le parrainage, en disant effectivement, si vous me parrainez, vous pourrez gagner l'espace disque supplémentaire. Voilà, ce sont des types d'astuces que probablement certains d'entre vous ont déjà mis en place, qui vont fonctionner. Donc en fait, toutes ces techniques diverses et variées font partie du growth hacking, puisque l'objectif, c'est de pouvoir se développer. Alors Facebook, évidemment, au début, vous savez tous qu'ils ont effectivement scrappé l'annuaire d'université. Donc, ce n'était pas forcément très correct à faire, mais voilà. Donc, c'est là où on voit qu'on est à la limite de ce qui est correctement faisable, on va dire. Bon, après, voilà, il y a d'autres techniques qu'ils ont mis en place par la suite. Alors là, je vous en donne d'autres exemples avec Spotify, qui effectivement a partagé ses playlists sur les murs Facebook, Tinder, qui participe à des soirées étudiantes pour se faire connaître. Voilà. Il n'y a pas de limite à l'imagination que vous pouvez avoir, en fait. À vous de réfléchir aux différentes possibilités que vous pouvez avoir pour essayer d'aller trouver des astuces comme ça, peut-être en observant d'autres sites, d'autres plateformes qui sont plus connues. Alors, le gros hacking par rapport au marketing digital, alors des fois, il y a des polémiques entre marketeurs et non-marketeurs. Donc, c'est vrai que souvent, le marketing digital, on va plus avoir affaire à des profils marketeurs. Le gros hacking, on va avoir souvent des gens qui sont des développeurs, qui ont des connaissances de code, mais qui ont aussi, bien évidemment, des connaissances de marketing. Donc, c'est un savant mélange de tout ça. On va dire que le marketing digital, l'objectif, c'est véritablement de développer la notoriété. C'est vraiment de faire de la communication pour se développer. Alors que le gros hacking, c'est l'ensemble de l'activité et probablement, c'est vraiment l'objectif premier, c'est faire croître son activité de façon très globale. C'est pas spécifiquement lié qu'aux aspects de communication. C'est une petite différence qu'on peut éventuellement mettre en avant. Alors, construire son framework d'acquisition client, je dirais que vous avez dû entendre déjà parler de ça, c'est tout ce qui va être en lien avec le cycle de vie de votre utilisateur. Donc en fait, on a un schéma qu'on voit régulièrement quand on parle de ce tunnel. Donc on va parler de l'acquisition sur tout le cycle, le cycle
de conversion, on va aller de l'acquisition, l'activation, la rétention, le revenu et tout ce qui va être recommandation. Donc en fait, tout ce funnel en fait va vous permettre, c'est un process qui va vous permettre d'aller jusqu'à la recommandation, de transformer vos clients en fait en ambassadeurs. Donc il y a sur tous ces aspects un certain nombre de techniques qu'on va mettre en œuvre pour faciliter, je dirais, tout ce process. Donc quand on va être sur la partie acquisition, mais évidemment l'objectif premier c'est d'aller chercher des leads, c'est de générer du trafic, donc soit sur son blog, soit sur YouTube, enfin on peut aller sur tous les réseaux sociaux pour le faire. On va mettre en place un certain nombre de techniques diverses et variées, il y a pas mal de pistes possibles. Ensuite, on va activer, donc l'objectif, ça va véritablement être de faire accomplir à votre internaute un certain nombre de choses de manière à pouvoir le convertir. La rétention, donc là, on va être plus dans un côté un peu presque fidélisation. Hein. L'objectif, c'est que véritablement, il revienne sur votre site. C'est pas parce qu'il s'est inscrit sur votre plateforme qu'il a fait un premier essai qu'il va forcément revenir. Il y en a plein qui se désabonnent rapidement. Donc l'objectif, c'est de le retenir, de le faire revenir. Et pour ça, il y a un certain nombre de techniques également qui existent. Bon, une fois que vous avez réussi à instaurer un certain nombre d'habitudes, on va dire, à votre utilisateur, qui commence à se servir de votre plateforme ou de votre appli de façon régulière, vous allez bien évidemment essayer de faire ce qu'on appelle de l'upselling, donc d'essayer de lui vendre d'autres choses, d'autres services, des formations, enfin voilà, d'élargir un petit peu votre offre à travers ça et de le faire acheter d'autres choses. Et puis après, l'idée, c'est effectivement de pouvoir transformer cet utilisateur en ambassadeur de votre marque ou de votre produit. Et pour ça, il existe aussi, donc c'est des techniques de recommandation, hein, il peut y avoir de l'affiliation, il peut y avoir un certain nombre de choses. L'objectif, ça va être véritablement d'en faire un ambassadeur. Donc voilà en gros ce fameux funnel dont on parle. Comment dire, Rémi va pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail tout à l'heure un certain nombre de techniques un peu plus en lien avec l'automatisation sur justement tout ce process. Si on parle de l'acquisition, par exemple, alors là, on est sur un exemple, par exemple, de blog. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en fait, l'objectif dans tout ça, c'est de mesurer. On a bien compris qu'il fallait faire des tests avec un certain nombre de techniques. L'objectif, c'est de les mesurer. Donc, pour les mesurer, on va regarder, par exemple, si on est sur un blog, le nombre de visiteurs qui viennent sur votre site, le temps passé sur le site, quelles sont les pages, par exemple, qui sont vues, celles où on part assez rapidement, et tout ça avec des objectifs d'amélioration pour, effectivement, capter un peu plus longtemps les internautes. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer quand c'est le cas d'un blog. Quand on va être sur, par exemple, sur YouTube, ça va être, par exemple, le nombre d'abonnés sur votre chaîne, si vous avez une chaîne, par exemple. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de métriques qu'on va mettre en place. Donc, pour chacun de vos projets, il s'agit d'adapter et de voir quels sont les indicateurs que vous allez devoir suivre. Pour la partie d'activation, donc là, ça peut être des abonnements, par exemple, en fonction de ce que vous avez mis en place. Pour la rétention, on va être sur tout ce qui va être les gens qui reviennent sur votre plateforme, évidemment. On va aussi regarder les nombres de désabonnés. C'est une métrique qui peut être intéressante parce qu'effectivement, c'est qu'il y a un souci. Donc après, il s'agit de comprendre pourquoi ils se désabonnent. Donc là, il faut mettre un certain nombre d'actions aussi en place pour les faire revenir. Quand on est dans la partie recommandation, tout ce qui va être effectivement les transformer en ambassadeurs, on va essayer de voir les partages qu'ils peuvent faire quand ils prennent par exemple un livre blanc, qu'ils téléchargent un livre blanc sur votre plateforme. Est-ce qu'ils le partagent à quelqu'un ou pas? Bon voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir aller mesurer. Et puis vous allez mesurer vos actions d'upselling derrière. Est-ce que vous avez vendu de nouvelles choses après avoir, je dirais, fait une première vente à votre client. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on a eu le temps, il y a tellement de choses à dire, il y a tout plein de techniques sur tout ça. Tous ces éléments du funnel sont importants. On va dire que l'acquisition est plus importante que la rétention ou autre. Hein. Chaque passage dans le process est important. Si on prend... Oui.
Annie, je voulais juste préciser effectivement que les personnes auront la présentation en téléchargement. Oui, Je mettrai le lien de téléchargement de façon à ce que effectivement peut-être Rémi puisse illustrer les différents. Alors aujourd'hui on a fait surtout sur l'acquisition, hein, mais peut-être illustrer assez rapidement les différentes étapes. absolument. Là, si tu veux, je Hein. brosse vraiment rapidement Voilà, les étapes. Ça va être très rapide, c'est une slide à chaque fois. Et après, je laisserai la super. main comment dire, à Rémi pour qu'il puisse justement illustrer tout ça. Parce que quand on va parler de Zapier ou d'autres éléments d'automatisation, il va Ok, pouvoir vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Tout super. à fait. Merci Annie. Voilà, donc juste si on parle d'acquisition de trafic, dont Rémi va vous montrer des éléments plus concrets juste après, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. D'accord. Il y a évidemment tout ce qui va être stratégie de contenu, ça en fait partie. Il y a tout ce qui va être les envois d'emails. Alors le cold mailing, on en parle régulièrement. Il y en a qui disent que c'est efficace, d'autres un petit peu moins. Ça fonctionne, ceci étant. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Et puis, il y a tout ce qui va être utilisation de robots qui vont vous permettre effectivement d'aller plus vite, de gagner du temps dans la mise en place de l'acquisition de trafic. Donc là, Rémi va pouvoir en parler juste après. Alors, il n'est pas nécessaire de connaître le code. Bon, évidemment, si vous avez des connaissances dans tout ce qui est code, c'est un plus. Mais aujourd'hui, il existe des logiciels qui vous permettent de faire un certain nombre de choses sans avoir ce type de connaissances. Alors, la recommandation, c'est quand vous allez mettre en place ces acquisitions de trafic, c'est de commencer par une approche manuelle avant d'aller automatiser. Hein, et de faire déjà les premiers tests avant de partir là-dessus. Donc, il y a des indicateurs qu'on a vu tout à l'heure un petit peu sur le schéma qui sont inscrits là. Et puis, il y a des outils de mesure de conversion également qui existent. J'en ai cité quelques-uns ici. Mais ça demande évidemment de rentrer un peu plus dans le détail si vous voulez un peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Et ce n'est pas le propos aujourd'hui. Alors, dans les outils d'automatisation, bien évidemment, il peut y avoir des logiciels spécialisés. On en a vu la semaine dernière, pour ceux qui avaient vu le webinaire sur LinkedIn. On avait parlé un petit peu de LinkedIn Helper. Bon, il y a des exemples comme ça. Il y a tout ce qui est script, mais là, effectivement, il faut avoir des notions de codage. Et puis, il y a des boîtes à outils qui existent. Donc, voilà, j'ai cité Octopart, il y a Phantom Buster, il y en a beaucoup d'autres. Donc, ce sont des outils qui peuvent vous permettre de, je dirais, gagner du temps. Alors, il y a ce qu'on appelle les outils d'automatisation des process. Rémi va vous parler tout à l'heure de ça, avec Zapier notamment, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas forcément trop cher, et ça permet effectivement de faire un certain nombre d'actions et de faire fonctionner des logiciels entre eux. Vous avez des outils de scrapping. Par exemple, imaginons que vous ayez un annuaire d'adresses par exemple, que vous souhaitiez récupérer toutes les données. Pour aller extraire de l'information, vous allez utiliser ce type d'outil, par exemple. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Il suffit d'aller sur Capterra, vous verrez, il y a des tas de comparatifs qui existent, qui vous permettent de faire un petit peu le tri dans tout ça, parce que c'est vrai qu'après, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc là, je vais passer là-dessus. Vous avez un exemple ici de ce qu'on peut trouver quand on veut mesurer les actions de suivi d'articles, par exemple. L'activation, donc là, l'objectif de cette phase-là, c'est de déterminer si vos prospects sont intéressés par votre produit ou votre service, hein, par votre offre. Donc l'idée, c'est de mettre en place tout ce qui va être marketing automation au bout d'un moment. Alors, vous avez un certain nombre de logiciels aussi qui existent là pour vous aider à mettre en place ce genre de choses. L'objectif, c'est vraiment de faire accomplir à votre internaute un certain nombre d'actions et d'automatiser tout ça pour que ce soit pour vous gagner du temps derrière. Pardon. Bon, là, c'est un exemple avec cette plateforme pour mesurer les abonnements à votre newsletter. Tout dépend après de votre mode de fonctionnement, par quel lien vous passez.
un autre ici, un autre outil qui permet de voir un peu les conversions, d'analyser. Et puis Snippy, par exemple, aussi, qui permet, par exemple, c'est une astuce aussi, de superposer votre propre message sur un autre élément. Là, vous le voyez ici en bas, ici, sur cette partie-là, vous avez la possibilité d'insérer, en fait, un message sur un autre document. Et d'aller récupérer comme ça un internaute qui passe et qui voit votre article. Il y a beaucoup d'astuces. Ça demanderait en fait, je dirais, véritablement un webinaire rien que sur un sujet, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses possibles. Donc la rétention, on l'a vu, c'est faire revenir votre internaute sur votre plateforme, sur votre site. Donc il faut créer des habitudes d'utilisation. Donc là, à vous de voir ce que vous pouvez mettre en place par rapport à votre activité. Ça peut être des newsletters. Après, il faut être régulier, toujours pareil. Vous pouvez mettre en place un système de TV sur YouTube avec des vidéos régulières pour essayer de capter votre clientèle. Ça peut être un groupe Facebook avec vos clients, des communautés d'ambassadeurs, des choses comme ça. Le revenu, donc l'objectif après, ça va être effectivement de faire, je dirais, de l'upselling, donc vendre un peu plus de produits, de nouveaux produits, d'accord. Donc pour ça, vous pouvez, je dirais, mettre en place des stratégies diverses et variées. Ça peut être des comptes à rebours, il y en a certains qui font ça. Tout dépend de votre domaine d'activité, hein, de votre secteur. Parce que quand vous mettez un petit peu un compte à rebours en disant c'est maintenant ou jamais, après ça va passer, etc. On le voit, on en reçoit tous régulièrement. Il y en a qui sont adeptes de ce genre de choses. Bon, ça fonctionne plus ou moins bien selon les secteurs. Et puis les comités d'ambassadeurs. Donc ça, c'est une chose intéressante à mettre en place. Et puis tous les témoignages clients. Alors il y a des choses simples que vous pouvez mettre en place. Quand vous avez des clients qui sont satisfaits de vos services, évidemment, c'est leur demander s'ils acceptent de témoigner, soit sur un podcast que vous pouvez mettre en ligne, soit sur une vidéo, pourquoi pas, soit simplement par écrit. Et puis vous mettez ça sur votre blog, enfin sur votre site web. Donc ce sont des éléments qui sont intéressants. Qui permettront effectivement de convertir de nouveaux prospects. Et puis, tout ce qui est programme d'affiliation, effectivement, qui rentrent dans ce type de process. Alors, juste pour terminer, évidemment, tout ça, il faut le mesurer, il faut regarder. Hein, donc, je vous conseille de mettre, alors là, vous avez un exemple de tableur Excel qui vous permet, sur les différentes phases du process, de mesurer un petit peu ce que vous avez fait. De voir le chiffre d'affaires que ça a généré, la marge que ça a donné, et puis après, évidemment, de voir les actions correctives, parce que sur certaines de ces phases, il est fort possible qu'il y ait des choses qui n'aient pas fonctionné correctement, et donc il faut revoir sa copie, tout simplement. Donc surtout, mesurer, c'est important. Voilà, et puis après, vous en tirer des conséquences, hein, vous voyez ce qu'il faut améliorer ou pas. Voilà, donc là, je vous ai mis une liste de quelques outils qui existent en fonction de ce qu'on veut faire. Ce n'est pas des listes exhaustives, hein, on est bien d'accord. Il existe des milliers de choses aujourd'hui. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Rémi qui va pouvoir concrètement vous expliquer comment on fait. Je te laisse la main, Rémi. Ouais. Bonjour tout le monde. Pour répondre très rapidement à Nicolas, effectivement, sur tous les aspects que moi je vais mentionner, en fait, l'idée c'est aujourd'hui, c'est des outils qui ne sont pas spécialement respectueux de la RGPD, mais par contre c'est un choix de chacun quand il les utilise de les rendre. Enfin, il y a comment dire, rien qui empêche de rendre tout ce qu'on fait respectueux effectivement de ces législations-là. Mais là, il y a des choix qui appartiennent à chacun. Il y a des écoles, et comme je disais, dans gros hacking et hacking, donc il y a des pratiques diverses et variées qui appartiennent à chacun. L'idée, donc pour me présenter rapidement, donc Rémi Armadour, moi je suis à la tête d'une société qui commercialise des dispositifs de thérapie non médicamenteuse et digitale aux EHPAD. Et le cycle normal pour nous, c'est on travaille énormément à partir de salons. Dans les salons, on fait les démonstrations. Les démonstrations, on fait l'acquisition de nos clients. Et puis après, on travaille les clients et puis on livre dans les EHPAD. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, comme tout le monde, il n'y a pas de salon, ou de moins en moins de salons, ou des salons, on peut de moins en moins faire des démonstrations d'outils comme les nôtres, et on ne peut pas rentrer dans les EHPAD
naturellement, enfin facilement pour faire une démonstration. Donc il a fallu il y a un mois qu'on fasse une vraie révolution, enfin une révolution de nos outils, qu'on modifie énormément de choses et qu'on passe sur le digital et qu'on retravaille tous nos systèmes d'acquisition, tous nos systèmes de rétention, tous nos systèmes de reco, etc. Et donc, moi, ce que je vous présente, je ne suis pas un expert en gros hacking du tout, je ne suis pas un expert en marketing, en fait. Je vais présenter ce que mes équipes sont en train de, ce sur quoi elles travaillent et du coup, et ce qui m'intéresse. Et ces différentes automatisations qu'on a mis en place pour essayer de gagner du temps, gagner de la performance et surtout être en capacité de mesurer le plus possible nos actions. C'est le nerf de la guerre. C'est aujourd'hui, on va essayer plein de nouveaux outils, on va essayer plein de nouveaux vecteurs d'attraction et il faut pouvoir les déployer rapidement, à moindre coût, les mesurer, les tester et éventuellement pivoter si c'est nécessaire. Donc, le premier outil en fait que je veux présenter, alors je vous rassure, on a envoyé un petit questionnaire, les chiffres que vous voyez ne sont pas les vrais chiffres. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran d'ailleurs, tout simplement. Est-ce qu'on voit mon écran? Alors, attendez, hop. Non. Non, alors attends, on le fait comme ça, partager une fenêtre d'application. Hop. Ici, hein, c'est ça, là on va voir mon écran. Donc en fait, là, donc, on a envoyé un questionnaire hier soir, c'était un peu pour l'utiliser et pour montrer un petit peu comment on pouvait travailler à des automations par rapport à des questionnaires qu'on peut laisser en ligne ou par rapport à d'autres outils. Donc j'en montrerai 4 rapidement. Le premier, donc c'est les réponses qui ont été données par la personne, si ce n'est que j'ai changé les chiffres parce qu'en vrai, ça ne nous intéresse pas et que ça nous permettra juste de faire un certain nombre de petites démonstrations. Donc là, il y a 12 personnes qui ont répondu à un questionnaire où on demandait un petit peu à chacun quel était son niveau de connaissance par rapport aux différents outils, Airtable, Zapier que je présente aujourd'hui, quels étaient les budgets marketing. Donc c'est là où les chiffres ont été radicalement changés. Ça ne correspond à rien de ce à quoi vous avez répondu. Et puis un petit peu les estimations de chacun. L'idée, Airtable, c'est un outil qui est un peu la fusion entre Excel et des choses comme Access, donc de la base de données et du tableur, et qui permet de créer des automatisations autour de ces bases de données. Donc, on va pouvoir entrer, par exemple, tous ces prospects et on va pouvoir, comme ça, créer un formulaire. Donc, j'ai une base de prospects que je veux remplir. Moi, je vais créer un formulaire, qu'est-ce que je vous ai envoyé hier, où je vais pouvoir l'éditer et puis créer mes champs. Et mes champs vont alimenter très facilement ma base de données, parce qu'on connaît déjà que les Google Forms qui viennent alimenter les bases Excel. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir créer des vues. Et par exemple, je vais segmenter. Mon segment 1, mon segment 2, mon segment 3 vont correspondre en fait à des filtrages de mes vues. Je peux créer des vues en forme de Kanban, je peux créer des vues en forme de galerie, je peux partager ces vues sur le net. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec. Moi, je vous invite à ceux qui ne connaissent pas, j'ai vu qu'il y avait des ninjas d'Airtable, mais ceux qui ne connaissent pas, effectivement, aller vers cet outil. Il y en a des équivalents, mais qui permettent vraiment de faire un travail très, très intéressant de segmentation, de visualisation et d'automatisation. Donc, par exemple, on va prendre un exemple. Donc, vous voyez, donc j'ai les personnes qui ont répondu hier soir. Et déjà, ce qui peut m'intéresser, c'est de les filtrer par rapport à leur connaissance de certains outils. Donc, je vais créer un segment. On va commencer par le 2, qui va filtrer et qui va dire, je veux que, alors celui-là, je veux que par exemple, la personne qui m'intéresse, son niveau d'utilisation d'Airtable soit supérieur à 3 ou que son niveau d'utilisation à Zapier soit supérieure, qu'elle a répondu aussi à 3. Donc, elles sont un peu, voilà. Et hop, j'ai 2 personnes qui pop et qui ont répondu au moins plus de 3 à un des 2. Donc, ça me permet d'avoir une première segmentation, une première visibilité. Et tout ça, c'est automatisé. C'est-à-dire que si une nouvelle personne rentrait et rentrait cette information et correspondait à un de ces champs, et ben, je la verrai immédiatement. Cette segmentation, elle est utile donc pour la visibilisation, mais elle va commencer à être utile pour des automatisations. Donc là, Airtable, base de données, vue, record, etc. On va passer à, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que du coup, c'est que cet outil, Airtable, me permette d'alimenter mon audience sur Mailchimp et de savoir effectivement mes segmentations d'audience pour des automatisations de mails que je vais envoyer, mes newsletters, etc. Donc, je voudrais alimenter ça facilement. Donc, soit je le fais à la main, je fais des exports de CSV, des imports de CSV et tout ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, soit je vais utiliser un outil qui s'appelle Zapier. Et Zapier, c'est ce qui, à moi, Zapier est équivalent, effectivement, il y a IFTTT, il y a N8N, N8N, je ne sais pas comment on le prononce, automate.io, il y en a plusieurs. C'est des outils, en fait, qui vont automatiser des actions entre différentes applications. Donc, on va avoir dans les actions des déclencheurs et on va avoir dans des applications des actions qui vont s'en suivre. Et il y a, je crois, plus de 3000 apps qui sont disponibles dans Zapier. Donc, typiquement, ce qui m'intéresse ici, c'est que j'ai Airtable. Hop, je veux le connecter à Mailchimp.
Donc simplement, vous voyez, c'est enfin, Mailchimp. Je fais ça. Et là, je vois toutes les actions qui sont possibles. Donc sur Airtable, ce qui va m'intéresser, c'est si j'ai un nouvel enregistrement dans ma base ou si j'ai un nouvel enregistrement qui apparaît dans ma vue. Donc ma vue segmentée. C'est celui-ci qui va nous intéresser. Moi, ce que je veux voir, c'est quand j'ai quelqu'un qui rentre dans ma segmentation, je vais l'envoyer. Et donc, je vais update mon subscriber, ou je vais le créer, et je vais le mettre dans mon audience. Donc, c'est ça que je vais. Donc, je vais créer comme ça, et, comment on appelle ça? Populate, enfin, alimenter mes audiences. Donc, l'enjeu, donc le zap, je l'ai créé. On va le voir comme ça ensemble. C'est celui-ci. Et on va le générer ensemble. Donc, on le voit. Donc, du coup, j'arrive sur ce champ-là, donc l'éditer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je choisis Airtable et je choisis un trigger, un déclencheur, qui est le fait qu'un nouvel enregistrement arrive dans une vue. Et pour répondre à Nicolas, ça peut aller de 0 € à beaucoup d'euros, mais on peut très bien commencer avec 0 € très rapidement sur l'ensemble des outils. L'idée, c'est de faire tout ça avec le moindre coût. Il y a beaucoup de gens qui ont un budget de 0 € et on peut très, très bien faire énormément de choses avec absolument 0 € et du temps passé de chacun. Et voilà. Donc, alors, je continue. Donc, New Record in View, je continue. Je choisis donc mon compte Airtable que j'ai déjà activé pour qu'on ne perde pas de temps. Et puis, je vais regarder. Donc, c'est sur ma base mes prospects Technopole. Dans ma table qui est ici Technopole. Donc, lui, en fait, il reconnaît automatiquement. Hein, c'est ça l'intérêt, c'est que moi, tout ce travail, je n'ai pas à le faire. Et ce qui m'intéresse, ça va être mon segment 1. Mon segment 1, et on va le faire ici. Donc, mon segment 1, pour l'instant, il n'y a personne. Et on va voir ce qui se passe quand je vais commencer à ajouter du monde. Dax, donc, hop. Et donc là, donc quand je l'ai testé hier, il a trouvé pour le test une première, donc Frédéric qui avait répondu. Hop, on continue. Donc ça, c'est mon déclencheur. Et donc, je veux que ça déclenche une action. Donc, je choisis Mailchimp. Je veux que ça update un subscriber. Je vais choisir mon compte Mailchimp. Et ce que je veux, c'est que du coup, dans mon segment 1, l'email de mon subscriber soit l'email de la personne qui a répondu à Airtable. Donc, du coup, il y a un transfert de la donnée de Airtable vers Mailchimp. Je vais donc opt-in, donc pour répondre à Nicolas, oui ou non, double opt-in, savoir si la personne recevra un mail pour confirmation de son appartenance à la base de données ou pas. Donc, c'est, voilà, moi j'ai mis false en l'occurrence. Update un existing, donc il va chercher en base de données, savoir si la personne existe déjà ou pas, et donc il y a plein d'options. Et puis, on peut créer comme ça des champs, le nom, le prénom, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. En gros, on va importer la base Airtable vers Mailchimp, mais de manière complètement automatique. Et puis, à la fin, eh ben, on close, on envoie la donnée et puis on va tester. Donc, mon zap, il est déjà créé. Donc, on va essayer de le tester ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur mon segment 1, hop, je vais enlever, donc je vais filtrer différemment, je vais mettre ça ou ça. Donc, c'est exactement l'autre. On va mettre même moins comme ça. On va mettre moins de monde. Voilà. Et donc, il y a toutes ces personnes qui viennent d'apparaître dans mon segment 1. Donc, du coup, dans Zapier, dans mon app, alors, quand on ne paye pas avec Zapier, ça peut mettre jusqu'à un quart d'heure pour que l'automatisation se mette en place. Plus on paye, moins ça prend de temps. C'est aussi un de leurs modèles économiques qui est basé là-dessus. Mais si on est impatient, et là on va l'être, on peut déclencher à la main le run du Zap. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, alors là, il a trouvé qu'un nouveau record. Donc ça, voilà, ça met un peu de temps. Il va les faire au fur et à mesure, mais on peut voir normalement, si tout va bien, que sur mon Mailchimp, voilà, il y a déjà un deuxième qui est arrivé. Manage contact, alors je ne sais plus où je peux les voir. Donc, dans mon audience, j'ai bien créé, donc coucou Marion, Marion qui est arrivée en plus comme contact. Et si on essaie de le rerun, il devrait en avoir plusieurs. Alors, pas spécialement. Bon, effet démo. Mais vous voyez, ouais, je pense qu'il a pris que le dernier parce que je les ai tous rajoutés d'un coup. On va essayer, alors, en quelques secondes. Donc, je vais répondre au questionnaire, open form. Donc, Ramadour, Rémi, hulot.fr. Et je vais juste remplir les... donc, je vais mettre là et là. Et on va submit. Normalement, dans mon segment 1, j'ai dû apparaître ici. Donc, je suis rentré dans ma base de données. J'ai tout de suite été assigné au segment 1 parce que je correspond aux conditions. Et si je vais dans le Zap, donc je peux attendre un certain temps qu'il se mette à jour, ou je vais le runner. Mais si tout va bien, il devrait me trouver.
Voilà, il a trouvé un nouveau record, close. Sauf qu'il n'a pas trouvé de mail, donc il y a une erreur parce que je n'ai pas renseigné le mail. Mais que l'idée, vous voyez, il aurait trouvé le truc. Et si j'avais fait les choses correctement, que j'avais renseigné mon email, je serais ici dans la base de segmentation. Donc là, ce qu'on a fait, c'est simplement quelque chose qui permet de laisser un questionnaire en ligne sur son site, qui peut être embedded, le questionnaire d'Airtable. Donc si je veux le partager, hop, je fais ça et je mets ça sur mon site internet et j'ai mon questionnaire sur mon site internet, sur mon application, etc. Et donc on peut mettre ça. Du coup, c'est sur son site, on a un questionnaire. Ce questionnaire envoie des données sur Airtable. Airtable fait une première segmentation et en fonction de ça, il va alimenter mes audiences sur Mailchimp. Et puis après, on peut imaginer d'autres déclencheurs qui vont déclencher l'envoi de mes newsletters ou de mes mails d'accueil, etc. à mon audience. Un truc intéressant aussi, c'est que les gens sont arrivés un certain jour, mettons donc 18 et 19 novembre, et moi je peux créer un filtre qui dit, par exemple, quand la date d'inscription, elle a été il y a 3 jours, donc ça fait 3 jours que la personne s'est inscrite, et puis on peut cocher un autre truc et je n'ai pas une nouvelle, alors je peux faire une relance. Et donc cette relance, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre la personne dans une nouvelle audience, où on va simplement, dans cette audience de personnes qui sont là depuis plus de 3 jours, envoyer des mails de relance. Donc, il y a tout un système, en fait, qui permet d'automatiser tous ces processus d'accueil, de relance, de réponse à des actions des différentes personnes. Donc, premier, très simple. Ce qu'on va essayer maintenant aussi, c'est comment est-ce que je peux récupérer des gens et récupérer une audience dont je n'ai pas spécialement idée. Donc là, on va travailler sur un deuxième zap. On appelle ça des zaps. Là, ce qui m'intéresserait, c'est de surveiller sur Twitter tout ce qui se passe autour d'un mot-clé, d'un thème, etc. Donc là, moi, hier, j'ai créé un compte Twitter démo Hulot. Et j'ai demandé à mon zap, donc pareil, j'ai créé un zap entre Twitter et puis Rocket Chat, qui est un équivalent de Slack. En gros, dès qu'il va y avoir mention d'un terme sur Twitter, moi, je veux que je sois alerté sur Rocket Chat de qui est la personne, de toutes les informations que je peux recueillir sur cette personne. Et que ce soit posté sur mon truc. Donc, ça pourrait être posté dans la base de données. Je pourrais automatiser une réponse qui répond génial avec un smiley, etc. Je peux faire plein de choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette personne, elle vienne dans une base comme potentiellement quelqu'un qui peut être influenceur sur les thématiques qui m'intéressent. Donc, j'ai demandé à Zapier de faire de Twitter un trigger. Donc, je choisis Twitter. Et l'événement qui va déclencher l'action, c'est la mention d'un mot-clé. Je continue. Je lui dis mon compte. Alors ça, c'est intéressant. Le compte sur lequel lui va surveiller, c'est mon compte perso, Rémi Ramadour. Donc, ce n'est pas le compte sur lequel je vais publier l'information. Hein, on est bien d'accord. Customize mention, donc c'est Technopole GH pour Gross Hacking. Find Data. Et donc, hier, effectivement, je l'ai fait. Donc, il avait trouvé une mention. On va refaire le test ensemble après. Donc, je continue. OK. Et derrière, je veux que ça m'envoie un message sur Rocket Chat. Donc, comme je dis, hein, c'est Slack, ça peut marcher tout pareil. Choose App, donc, je choisis Rocket Chat et je demande de m'envoyer un message personnel, direct. Donc, mon compte Rocket Chat. Et là, c'est tout ce que je vais demander, ce qui est dans le message. Ce qui est intéressant, c'est, en gros, c'est tout ce que Twitter peut vous dire sur, vous le savez probablement sûrement tous, quoi. Ceux qui ne savent pas, c'est tout ce que Twitter va vous dire sur la personne qui a mentionné un terme. Donc, quelqu'un dans l'univers mentionne un mot-clé et moi, je récupère un paquet de trucs, vraiment. Donc, des informations qui peuvent être extrêmement intéressantes dans la personnalisation, ce que je vais montrer derrière. Donc, user profil, user machin, etc. Donc, on va essayer de le faire aussi en live. Donc, il est activé. Donc, sur mon Twitter, il est où? Il est là. Donc, je vais refaire un tweet. Comment je ne sais pas trop tweeter, moi. Hop. J'ai dit, c'est Technopole GH. Et je ne sais pas s'il y a... Alors, je vais le faire juste de ces deux manières-là, parce que je ne sais jamais lequel j'ai mis. Voilà, on va faire ça. Je vais tweeter. Normalement, si tout va bien, hop, je reviens sur mon zap. Donc, pareil, je vais le déclencher, histoire de... Voilà, il a trouvé, en fait. Donc, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Donc, il les a trouvées directement, close. Et puis là, donc, je vais sur mon Rocket Chat que j'espère vous allez voir ici. Et dans Rémi, voilà, dans Rémi, il y a différentes informations. Il y a quelqu'un qui l'a fait, là, je crois, en plus. Winspector en quête de vin, il a refait... tiens, c'est rigolo, ça.
Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai la photo de profil de la personne, j'ai ses mails, j'ai ses machins, etc. Mais j'ai surtout, dans Twitter, on peut personnaliser la couleur de fond. Et on va partir du principe qu'une personne, quand elle personnalise son Twitter, elle va choisir une couleur qui correspond à des affinités. Ah bah très bien, bah, tu vois Nicolas en live. Et voilà. Et donc, moi, je reçois le code couleur de ce que la personne a choisi comme couleur de fond. Donc, c'est-à-dire que si je veux automatiser un mail à cette personne, voilà, qu'est-ce que je vais choisir comme code couleur pour parler à cette personne? Celui avec lequel elle a décidé d'habiller l'ensemble de ses environnements numériques. Donc, je vais prendre ce code couleur. Certaines reconnaîtront, c'est celui du logo du lot. Et je vais pouvoir habiller mon mail avec ce code couleur. Je reçois aussi un certain nombre d'informations. Je reçois ses mails, je reçois son nombre d'abonnés, je reçois tout ce que vous avez pu voir. Donc, des informations qui vont permettre de qualifier cette personne. Certes, elle est intéressée par ce qu'on fait, mais quel est son poids numérique, on va dire, quoi. Donc, tout ça, je vais l'avoir. En fonction de ça, j'ai décidé d'envoyer sur RocketChat, mais si je l'envoyais sur Airtable, eh ben, je referai une segmentation et j'aurai comme ça des gens intéressés par le neurofeedback et qui sont suivis par plus de 3000 personnes qui aiment le rouge, etc., etc. Donc, deuxième automatisation pour en fait utiliser la croissance et l'activité de Twitter, de LinkedIn, de Facebook, d'Instagram. Il n'y a pas encore TikTok, mais bientôt. Et tous ces outils en fait pour alimenter vos bases de prospects. Donc, deuxième. Alors, attendez. Hop. L'idée, c'est de travailler. Donc, alors, sur un autre. On va passer sur un autre Airtable. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, donc, on prend beaucoup de rendez-vous. On fait du cold phoning, on fait du cold emailing, etc. Et l'idée, c'est que derrière, on déclenche le plus rapidement possible un rendez-vous en visio. Donc, pour ça, c'est comment est-ce que je peux automatiser après mon rendez-vous un rendez-vous Zoom, là, en l'occurrence, avec la personne. Alors, je vais sortir de celui-ci. Je vais rentrer dans mon autre. My Zoom Meeting. Donc là, j'ai créé une base. Donc, c'est tous les participants potentiels au Zoom qui peuvent me demander un meeting. Et puis après, j'ai une base ici qui sont mes différents meetings. Donc, la vue que je vous présentais tout à l'heure, la base de données de type Excel. Puis après, un calendrier des Zooms. Enfin, là, je peux avoir une vue calendaire, une vue commande, etc. J'ai un formulaire. Ce formulaire, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ouvre le formulaire, je l'envoie à la personne, ou moi, je le remplis. Le sujet du Zoom, c'est ça. La date, bon, on va le faire. Sujet, c'est Technopole. Grosse. Hacking. L'idée, ce serait lundi, par exemple. Ça dure 1 heure. On le fait, voilà. Le participant, ce sera Rémi Perso. Comme ça, je vous montre l'arrivée du mail. Il n'y a pas d'attachment. Submit. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai soumis? Donc, ça a créé une vue ici, Technopole Gross Hacking. Et normalement, dans peu de temps, on devrait voir apparaître un Zoom Link. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Moi, j'ai créé sur un Zap qui est sur, alors pareil, un autre compte. Alors, pour que ce soit gratuit, il faut avoir plein de comptes, hein, Nicolas aussi, et pour les autres. C'est aussi un peu au début. On va essayer ça. Voilà. Donc, on va voir normalement le Zap. Si c'est sur celui-là, instant. Ouais, ça c'est voilà, Zoom Meeting Automation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bêtement? Donc, c'est du Airtable vers du Zoom. Là, c'est un Zap en plusieurs temps. Donc, j'ai fait du Airtable vers le Zoom, du Zoom vers le Airtable et du Airtable vers le calendar. Ça vient vite. Enfin, pour Isabelle, c'est en fait, tu t'en fais 2 fois, 3 fois, et après, c'est autant des automatismes d'état d'esprit, comme disait Annie, que d'outils en tant que tel. Donc, la base de données, c'est mise à jour sur mon Airtable. Si je vais sur My Meeting Zoom, est-ce qu'il l'a créé? Non, il ne l'a pas créé encore. Donc, il faut, comme je disais, les apps, faut les déclencher à la main des fois. Enfin, pour que ça prenne moins d'1 quart d'heure, il faut le déclencher à la main. Donc, il est où? Mon Zapier, on va le déclencher à la main. Hop, c'est celui-là. Ah, il est off surtout, donc il va moins bien marcher s'il est off. Ouais, alors je suis parti. Ouais, bon, ça, c'est pas grave. Donc, on verra après. L'idée, c'est que derrière, donc ça va vers mon Zoom. Mon Zoom met à jour la réunion. Et puis, donc, le Zap, en fait, va prendre le lien URL de la réunion et l'envoyer sur ma base de données Airtable, qui est ici. Et donc, du coup, ici, elle est alimentée. Ce qui se passe, c'est que j'ai une automatisation dans Airtable qui dit
que quand j'ai mis à jour ce champ, j'envoie un mail à la personne. Donc, la personne reçoit un mail qui dit nous avons un rendez-vous tel jour, telle heure, etc. Et ce sera tel lien. Merci de votre participation, etc., etc. Et comme on voyait dans l'automatisation Zapier tout à l'heure, c'est que ça, on voit en plus un élément sur mon calendrier qui me permet de me rappeler que j'ai un rendez-vous Zoom à cette heure-ci avec telle personne, le lien, etc. Donc, derrière, tout ce process, il est automatisé. Donc, la personne remplit le questionnaire et moi, j'ai plus rien à faire que de surveiller mon calendrier et d'être là le bon jour au bon moment et de mettre le Zoom en place. Mais je ne crée plus mon Zoom, je ne crée plus mon machin, je n'envoie pas le mail à la personne de rappel. Tout ça, c'est fait. Donc, ça, c'est aussi, voilà, ça fait partie des choses intéressantes. On peut décider que la personne en questionnaire choisit entre, aujourd'hui, il y a est-ce qu'on fait des Zooms, est-ce qu'on fait des Teams, est-ce qu'on fait des Google Meet, est-ce qu'on fait des etc., etc. Et bon, on met des options dans le Zap et en fonction du choix de la personne, on va lui envoyer un lien Google Meet, un lien Teams, un lien machin, etc. Comme ça évite que la personne, qu'on passe du temps, comme on en passe souvent, de dire ah, j'ai pas le bon outil, j'ai pas le bon machin, etc. Et voilà, on laisse au prospect, au client, la possibilité de choisir l'outil avec lequel il veut être contacté. Et on automatise tout ça, il n'y a rien à faire derrière. Donc, dernier que je veux montrer, donc celui-là, il est un peu plus élaboré. Celui-là, en fait, donc c'est typiquement, je dois pivoter dans mon activité où je suis en création d'activité. Comme on dit, il faut partir, la première startup, ça doit être une newsletter, plus ou moins, le début. Comment est-ce que je vais mettre en place un certain nombre de choses qui vont me permettre de tester mon marché? Donc là, alors, donc c'est sur un autre projet qui n'a rien à voir avec Hulot, où on travaille sur le sport. Le sport collectif et puis comment est-ce qu'on peut digitaliser des choses dans l'entraînement cognitif des sportifs pour la performance, mais aussi au niveau des clubs, des UNSS, comment aujourd'hui les gamins ne pratiquant plus le sport, il ne faut pas que ces clubs-là perdent des licenciés parce que sinon ils vont perdre des moyens financiers, ils vont perdre la motivation, etc. Donc comment est-ce qu'on peut continuer à favoriser l'engagement des licenciés dans les sports, qu'ils soient UNSS ou que ce soit dans les clubs. Donc on a une base qui est caché, qui est où? Alors, qui va être sur un autre Airtable, sinon c'est trop facile. Je vais vous partager. Et qui, là, pareil, utilise plusieurs outils. Hop, hop. Donc, on est ici. Donc, c'est quiz et défis. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut... Donc, on a des coachs et des licenciés qui viennent s'inscrire par un formulaire, comme je vous avais montré. Et ce formulaire, il est sur une landing page qu'on a créé avec un outil qui s'appelle Webflow et qui permet de créer rapidement, Webflow, Card, des landing pages rapides. Le formulaire est dedans et les gens s'inscrivent. Donc, des coachs et des licenciés. Ensuite, on leur demande de suggérer des questions. Donc, ils vont alimenter eux-mêmes, nous on va le faire en partie, mais on va alimenter une base de données de questions. Et donc, ils vont créer des questions qu'on va après, nous, distinguer en fonction, est-ce qu'elle traite des règles, est-ce qu'elle traite des grands joueurs, est-ce qu'elle traite de l'équipe de France, des tournois internationaux, etc. Ces questions, aléatoirement, chaque semaine, on va préparer des quiz à partir de ça. Donc, tout ça, c'est automatique. Nous, on ne fait rien. On va créer des quiz. Donc, ces quiz, il va y avoir 3 questions. Et 3 questions, il y aura les réponses ailleurs, etc. On va automatiser un certain nombre de choses, donc par jour. Et puis, on va automatiser quelque chose qui va dire que si c'est la semaine si les quiz, ils sont à cette semaine, on va envoyer chaque jour des mails aux personnes pour leur envoyer les différentes questions. Voilà. Ces questions, en fait, elles vont prendre, on a voulu que ce soit un typeform. Un typeform parce que c'est plus agréable, c'est plus machin, etc. Or, il n'y a pas de Zap qui permet d'aller de Airtable vers typeform dans le sens où je peux créer mon formulaire avec Airtable. Il y a tout ce qui va permettre de typeform d'alimenter une base Airtable, mais il n'y a rien qui permet à Airtable de créer un formulaire typeform. Et c'est là où on rentre un peu plus dans le côté peut-être un peu plus hack. Où là, donc c'est plus pour les ninja codeurs. Il y a des API donc de Airtable, il y a des API de Typeform, et donc on peut créer. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Désolé, mon téléphone. Je vais créer. Hop. Alors, attendez, on va partager un autre écran qui va être celui-ci. OK. Donc, vous voyez normalement un peu de ligne de code. Donc, c'est du Python. Et je vais chercher derrière, en fait, donc l'API de Airtable et l'API de Typeform. On peut créer un questionnaire sur Typeform sous la forme d'un JSON. Donc, un JSON, c'est un fichier texte qui a des champs et des valeurs. Donc, je vais dire que le type de mon quiz, c'est ça. Le type, donc c'est un type formulaire, ça pourrait être d'autres types, etc. Un certain nombre d'informations.
les welcome screens que vous connaissez, les thank you screens que vous connaissez si vous utilisez Typeform, et puis mes différents champs. Le premier, ça va être donc c'est un short text, un drop-down, etc. Donc tout mon Typeform, en fait, il est encodé sous forme de fichier JSON. Et en fait, j'ai une fonction qui va aller chercher des champs Airtable et qui va du coup alimenter mes champs JSON, donc mon workspace, mon quiz ID, etc., etc. Donc petite fonction en dessous, j'utilise l'API d'Airtable, donc ma clé, la clé de ma table et la clé de mon application. Je regarde les records, je regarde les différents champs des différents records. Hop, je crée un fichier data JSON. Enfin, je génère en fait un fichier data JSON qui est en fait celui-ci qui est mis à jour avec mes différentes données. Donc, ça me crée un fichier, puis je lance un petit script bash qui doit être ici, qui simplement utiliser curl pour faire une requête sur net qui va poster à l'API Typeform avec ma clé qui est ici, le fichier data JSON, et je vais générer comme ça mon Typeform. Le Typeform, donc du coup, moi derrière, cette commande, elle génère tout un ensemble d'informations sur un fichier log. Mon petit script, il va aller chercher le fichier log, il va chercher dans ce fichier log le lien du Typeform. Ce lien du Typeform, eh ben, Airtable, il va actualiser le champ URL Typeform de sa base. Donc, ce qu'on peut voir, alors attendez, je repartage ici. Hop. Autorisé, Airtable. Il est où? Ici. Et donc, en fait, l'automatisation de la création du champ qui est donc, c'est une longue base de données, celle-là, hein, qui est quelque part par là. Et du coup, URL Typeform. Donc, ça, c'est automatisé. Donc, du coup, c'est mon script qui va aller chercher sur Typeform URL et mettre à jour ma base de données Airtable. Et du coup, quand le mail va envoyer lundi matin, 2h du matin, automatisation de l'envoi de mail aux différentes personnes inscrites, dans le mail, en fait, je vais pouvoir, donc là, vous le voyez, normalement, automation, on ready to launch. Donc, j'ai un envoi de mail. Pareil qu'il y a des champs, et dans le champ, je mets l'URL Typeform. Donc, la personne reçoit automatiquement un mail qui lui dit, voici ton questionnaire du jour, est-ce que tu peux répondre? Quand elle va répondre au questionnaire, donc ici, j'ai quand même Typeform en tant qu'app, je vais pouvoir aller chercher les réponses, et les réponses vont me permettre de mettre à jour directement une base de données de réponses, donc le champ Answers, et derrière, on génère des reports quotidiens et des rapports hebdomadaires. Et donc, ce qu'on a fait derrière, c'est que finalement, c'est des personnes qui alimentent assez facilement, c'est des personnes qui alimentent par des petits formulaires comme vous avez rempli hier. Donc, qui elles sont? Donc, on a les mails, on a les téléphones, on a un certain nombre d'informations avec quel coach elles sont rattachées, qui proposent d'elles-mêmes des questions. Nous, on segmente ces questions. Ce qu'on fait à la main, c'est segmenter ces questions. Derrière, il y a une distribution aléatoire des questions sur des quiz. Les quiz, on a simplement un script dont l'envoi est automatisé tous les samedis matins qui va générer les typeforms. Et hop, et à chaque fois que les typeforms sont générés, ça met à jour la base de données et une automatisation sur l'envoi de mail qui fait que chaque semaine, chaque jour, du lundi au vendredi, en fait, tous les matins, les personnes reçoivent le mail avec le lien du typeform. Et ce qui a été mis à jour, c'est qu'à la fin du Get Typeform, il y a un lien vers une page Notion. Notion, qui est aussi un outil qui est très intéressant pour présenter un différent nombre d'informations qu'on va pouvoir aussi alimenter avec des données croisées, où elles ont les réponses et puis un certain nombre de données culturelles qui leur permettent de se projeter aussi sur Coupe du Monde 2024. Donc voilà différents exemples, très rapidement, et là je vais plus répondre aux questions. Mais l'idée, voilà, c'est que sur Zapier, vous avez 3000 applications qui peuvent être combinées les unes avec les autres, sur le principe de ce qu'on appelle des webhooks, qui sont en fait, c'est des sites qui vont mettre à disposition un certain nombre d'informations et des sites qui vont se mettre à l'écoute d'un certain nombre de champs, qui vont pouvoir dire qu'ils peuvent s'adapter on peut faire entrer un certain nombre d'informations dans un certain nombre de champs. Zapier peut le faire de manière automatique. IFTTT, plus orienté objet connecté, peut le faire de manière automatique, mais on peut aussi le faire avec des scripts Python, des scripts JavaScript, et donc faire soi-même ses propres apps, ses propres links, ses propres automations, qui permettent de considérablement réduire le temps qu'on va passer effectivement à segmenter des gens, à qualifier des bases de données, à automatiser des réponses dans nos process d'appel, etc., etc. Voilà. Donc, pas expert en gros hacking, ça fait un mois qu'on se penche dessus, et je pense qu'en un mois, on a déjà
automatiser énormément de choses pour un coût qui est très sincèrement, je pense qu'on a investi à peu près 100 € pour l'instant dans l'ensemble des outils qu'on a utilisés. Et ce qui est peu, hein, et qui par rapport à ce qu'on dépense pas au salon est plutôt intéressant. Et avec alors un autre niveau, hein, encore une fois, hein, c'est dans les EHPAD, là c'est un peu compliqué, mais un niveau d'efficacité qui est au moins équivalent. Je pense qu'on a plus de rendez-vous aujourd'hui avec ce genre d'outils parce qu'ils sont compatibles et que les gens s'y sont mis, etc. Répondent favorablement au fait de faire des démonstrations en visio. C'est assez normalisé maintenant. Que les salons où on peut se retrouver. Un salon, c'était bien, mais on avait un prospect à Saint-Étienne et c'était pas spécialement simple d'aller faire la démo à Saint-Étienne. Voilà. On mettra la présentation. Alors avec donc Marion qui doit être dans le. On mettra une présentation en ligne de détails en fait des différentes étapes de ces quatre trucs. D'ici lundi ou mardi, on n'a pas eu le temps de le faire. On vous mettra à disposition lundi ou mardi les différentes étapes pour construire ce genre de choses. Et Isabelle, ouais, tu veux? Ok. Oui, non, juste on était au niveau du temps. Alors, j'entends un double. Au niveau du temps, on est un petit peu court. En revanche, non, c'était passionnant. Alors, moi, j'ai trouvé ça passionnant, mais il va falloir que je regarde ça 10 fois au moins pour reproduire, mais c'est pas grave. Il y a le replay qui arrive ensuite. Surtout dans l'onglet sondage, on vous a demandé si potentiellement ça vous intéressait que l'on produise différents autres webinaires, notamment sur la partie pratique, présentation des outils et pour l'ensemble du tunnel effectivement d'acquisition. Donc bon, je vous incite effectivement à y répondre de façon à ce que l'on rentre peut-être encore plus dans chacune des étapes et que l'on puisse vous donner des outils utiles à votre croissance rapide également avec ce type de méthode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais dès maintenant dans le chat, de façon à ce que nous puissions respecter les horaires et comme ça on verra si l'un d'entre vous, Annie ou Rémi, peut y répondre. Tout va bien. Donc, dans ces cas-là, écoutez, on revient vers vous certainement. Si on a Rémi, prospectes-tu en B2B via LinkedIn? Alors, oui, j'allais répondre à la main, mais oui, effectivement, c'est pareil, c'est des choses qu'on commence à faire, qu'on fait de plus en plus. On le faisait à la marge, on le fait maintenant de plus en plus, on commence, et toute l'idée aujourd'hui, c'est de tester dans la prospection. Donc, si on voit encore l'écran, par exemple, on a des choses pour essayer VideoAsk. Donc, alors, il y a, pour l'instant, c'est pas le truc le plus automatisé. Par contre, on a travaillé sur, par exemple, il y a un Typeform qui permet de faire des questionnaires en vidéo, qui est beaucoup plus engageant parce que quand la personne voit ton mail, déjà, elle voit un petit gif de quelqu'un qui bouge. Donc, au niveau neurosciences, tout ça, c'est beaucoup plus. On voit de l'humain, on voit de la chair, donc on y va. Elle lit, elle clique, elle a un questionnaire et puis du coup, on va pouvoir comme ça l'amener. Et donc, questionnaire qui, comme on imagine, alimente ma base de données. Donc, du coup, comme ça, quand je lui envoie ce truc-là, elle voit des petites vidéos. Les vidéos sont un questionnaire, donc en fonction de ce à quoi elle répond, elle verra une petite vidéo différente. Et on l'amène comme ça à nous donner un certain nombre d'informations. Et à partir de ces informations-là, on est capable de la recontacter avec quelque chose qui est complètement en adéquation avec son budget, ses priorités, etc., etc. Et je pense qu'elle perçoit beaucoup mieux le fait de recevoir un questionnaire dynamique et un peu moderne plutôt que les sempiternels messages qu'on est en train de tous recevoir en ce moment sur LinkedIn. Eh bien, Rémi, je te propose d'approfondir ce nouvel outil, effectivement, lors d'un autre webinaire. Si certains d'entre vous, j'ai vu qu'il y avait des experts, visiblement, veulent se joindre à nous pour faire des démonstrations de ce type d'outils, vraiment, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, là, je pense que vraiment... on n'a plus le temps. Rémi, si tu veux répondre vite fait, à la main. Mais effectivement, Elsie Fantino nous dit que, notamment, elle est
très intéressés, enfin oui, très intéressés par VideoAsk. Donc, on vous donne rendez-vous très prochainement. On va vous envoyer les prochaines dates qu'on va planifier avec les intervenants potentiels. Merci à vous d'avoir été présents. Merci surtout Annie et Rémi de nous avoir partagé vos compétences et savoir-faire. C'est toujours un plaisir. Et puis, à très bientôt sur nos lignes. Merci. Les mots de la fin, Rémi, Annie. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Oui, bonne journée à tous. Allez, bonne journée à tous. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.